Chapitre 2. De l'orage dans l'air. Rêve d'un lecteur. Des émotions adolescentes. Un message de l'eau. Irénée pose son roman sur une chaise, à côté du lit de corde où, sur la terrasse de la maison, il s'est étendu, peu après le repas. Un léger malaise l'habite. C'est qu'elle fréquente des festins pantagruéliques du lieu. Peut-être cette fois-ci s'ajoute un effet, une contamination du trouble d'Ozipi, qui trouve un écho dans l'odeur persistante de basilic et d'ail, encore présente dans l'air, mêlée à la tiédeur sucrée des figuiers. Un peu las, il se laisse glisser doucement vers le sommeil. Dans cet état intermédiaire, ce flou délicieux entre le réel et le monde du sommeil, qu'Irénée apprécie particulièrement en ces terres du sud de l'Italie. Ses pensées vagabondent mollement autour du jeune héros de son livre. Cet Ozipi dont il n'est pas fâché finalement de s'éloigner, pour un temps, fuyant un dynamisme épuisant qui lui rappelle d'autres échos d'une vie toute proche, celle de sa propre famille. De fait, dans un léger soupir, il lâche prise et s'endort, presque instantanément. En ces contrées baignées de chaleur, chaque effort doit être dosé avec prudence et le mouvement mesuré. À l'exception des doux matins et de ces instants précieux, bien trop courts à cette latitude, qui précèdent le crépuscule. Lui qui dort si peu en France, convaincu d'y perdre un temps qui lui échappe toujours, se délecte en Calabre de cet art de la sieste, devenu une véritable occupation en soi. Il y puise des idées parfois étranges et puissantes dans un sommeil léger, idées qui souvent le réveillent. Il les consigne alors avec soin, dans un premier temps à l'abri des regards d'Aimée, en de petits carnets intimes, le plus souvent dans celui qu'il a toujours sur lui, et que toute sa petite famille a surnommé le carnet embarqué, mais aussi dans d'autres supports, disséminés un peu partout dans la maison. Civium, civium, civium. Après un moment de repos, ponctué de fragments de rêves sans réel consistant, qui s'effritent en quelques secondes, avec de petits frissons, dus à l'ombre épaisse du figuier, mais qu'Irénée attribue à sa lecture, il reprend son livre et le contact avec l'adolescent irritable qui l'habite. Éonie, oui, il irait voir la douce Éonie. Avec elle, il pourrait enfin s'exprimer, loin de ceux qui n'accordent aucune attention à ses paroles et parfois s'en moquent. Après la lecture de ce passage, notre lecteur a envie de laisser une petite note dans son dernier carnet. La fraîcheur adolescente des pensées d'Ozipi le touche, le trouble. Il est des ports qui accueilleront le frêle esquif sur le du cabote, le long des côtes de ce monde. Fais-y escale, chaque fois que tu le peux. Et provision d'eau claire. Après avoir déposé ces quelques mots, délivré d'un trouble qui a remis à flot d'anciens souvenirs, il peut reprendre le cours de sa lecture. Aux yeux d'Ozipi, elle était bien plus qu'une simple camarade de classe. Entre eux, il y avait une sorte de connivence, quelque chose d'indéfinissable. Lorsque, pendant un cours, ils étaient séparés par des rangées de tables, des camarades, des bruits et l'ennui ambiant, Ozipi avait remarqué qu'à chaque fois qu'un autre élève le masquait à sa vue, Éonie, sans même sembler s'en rendre compte, déplaçait sa chaise et se trouvait à nouveau dans son champ de vision. Dans un même mouvement, elle reproduisait alors un tic qui la caractérisait, bouclant une mèche de ses cheveux, toujours la même, avec l'index de sa main gauche, celle du cœur. C'était là, pour Ozipi,
une preuve éclatante de l'intérêt qu'elle lui portait. Peut-être inconsciemment. Oui, il irait voir Éonie. Il lui parlerait de ce changement soudain du ciel, de cet orage qui était tombé sur le quartier comme une bombe. Elle, qui habitait à 2 rues de chez lui, avait peut-être aperçu quelque chose. Cette pensée apaisa un peu la colère qui l'avait envahi dans la cuisine, lorsqu'il s'était trouvé seul face à l'incrédulité familiale. L'esprit plus calme, il retourna à la salle de bain pour assister au spectacle d'une pluie dense dont les gouttes lourdes comme des larmes de sainte s'écrasaient sous un vent violent, tourbillonnant, rendant impossible toute orientation dans ce déluge. Ce répit ne dura guère. La voix impérieuse de son père résonna, convoquant d'un appel martial toute la petite famille. Une fois encore, sous la pluie drue, la toiture fuyait, transformant la maison en un champ de bataille domestique. La chienne Cite courait en tous sens, percevant la fébrilité de ces humains sans en comprendre la cause. Il fallait des bassines et des bras, toutes choses qu'elle était incapable d'offrir. Civium, civium, civium. Arrivé en bas de l'escalier, Ozipi constata immédiatement les dégâts. Les mobilisés devaient agir vite pour maîtriser les écoulements qui déjà formaient de petites flaques en plusieurs endroits de la maison. Le ciel leur avait déclaré la guerre et le général Midoip mettait en place son armée. Ozipi était responsable de l'entrée. Sa sœur s'occupait du couloir du premier où, munie d'un seau, elle devait éponger avec de grandes serviettes l'eau qui dégoulillait le long d'un mur, tandis que leurs parents tentaient d'ajuster un récipient dans le bureau de leur mère. À cet endroit, la tâche s'avérait très délicate, car le plafond s'y trouvait à plus de 5 mètres de hauteur, et l'eau s'écoulait de manière variable le long d'une poutre transversale, selon la force et l'orientation de la pluie à l'extérieur. Une demi-heure plus tard, la famille, plus ou moins trempée mais soulagée et apaisée, se retrouva dans la cuisine. Ils avaient vaincu les éléments déchaînés, et chacun savourait lentement, dans un silence quasi religieux, un chocolat chaud, un thé au citron, un gin tonic pour le général. Tous excepté Maria, mère d'Ozipi, qui, assez coquette, était allée se refaire une beauté, échanger son jean et son chemisier mouillé contre une jupe sexy et un t-shirt à petit décolleté. Lorsqu'elle rejoignit le reste de la famille, elle se contenta d'un verre d'eau claire, qu'elle but à petites gorgées, tout en commentant, c'est une conteuse d'histoire hors pair, leur bataille de l'eau. Ozipi en profita pour s'éclipser discrètement et retourner dans le bureau de sa mère. Il scruta la fenêtre qui donnait sur la rue. Non, la grosse goutte d'eau qu'il avait vue couler puis s'immobiliser au milieu du carreau n'y était plus. Ozipi se dit qu'il avait bien fait de ne pas en parler. Il se serait ridiculisé une fois de plus. Cette goutte, qui s'immobilise au milieu de sa course, le long d'une surface transparente, capable de donner l'illusion d'un ralentissement de la chute dans l'espace, cette goutte d'eau qui s'immobilise un temps, Irénée a immédiatement l'idée d'en faire un poème, peut-être un haïku. Il sort son carnet. Le stylo en vol stationnaire au-dessus de la page blanche cherche à capter un vers. Les mots sont là, en vrac, dans la tête d'Irénée, mais il refuse de s'ordonner. Irénée finit par renoncer et se contente d'écrire quelques traces de sa pensée qui sauront lui redonner la piste de ce poème à naître. Silence, mots, gestes, pensée, goutte, eau, tombée, attente, corps. Il hésite un instant. Mort.